Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et donc avec Guillaume Tabar, que je salue. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Malgré le couvre-feu, le président Macron répète qu'il faut, je le cite, vivre avec le Covid ou la Covid, ça dépend. Sur le plan de sa propre action, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mais écoutez, ça signifie que sous la gestion de la crise sanitaire et sous l'exception budgétaire inévitable pour relancer l'économie, le président de la République n'entend dévier ni de son cap, ni renoncer à poursuivre les réformes. Prenons un seul exemple. Oui. Pour répondre aux situations de pauvreté provoquées par l'épidémie, Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir à la télévision une prime exceptionnelle, mais a refusé d'augmenter les minima sociaux, car, dit-il, même dans la crise, c'est aider les personnes à retrouver le chemin de l'activité qu'il faut et non pas augmenter des subventions. Autre exemple, plus spectaculaire encore, les retraites, la fameuse réforme des retraites. Alors ça, il n'en a pas parlé à l'antenne, mais lors d'une conversation à l'issue de cette émission, le président a confié clairement que le dossier, à ses yeux, était tout sauf enterré. Mais c'est bien cette même réforme des retraites qui a été tant contestée avant la crise sanitaire qu'il veut reprendre en pleine crise? Oui, c'est vrai que franchement, on la croyait enterrée, cette réforme, même Oui. si Jean Castex l'avait évoquée dans son discours de politique générale. Eh bien non, dans l'esprit de Macron. D'ailleurs, il ne s'agit pas uniquement de poser les bases d'une future réforme systémique, comme on dit, mais bel et bien d'assurer l'équilibre financier du régime, ce qui clairement signifie, il le dit, demander aux Français de travailler plus longtemps. Alors, on peut juger ce choix courageux ou inconscient, mais disons que cette réforme est à la fois plus difficile et plus nécessaire que jamais. Plus difficile car, surtout avec cette crise, les Français risquent de ne pas en vouloir. Plus difficile aussi car plus on va se rapprocher de la présidentielle et moins il sera évident de prendre le risque de l'impopularité. Mais plus nécessaire que jamais aussi car le déficit du régime, qui était déjà colossal, avec la crise du Covid est devenu abyssal. Donc soyons clairs, Guillaume Tabar. Est-ce qu'il y a vraiment une chance que cette réforme soit menée à son terme d'ici 2022, la fin du premier quinquennat? Écoutez, je dirais qu'il y en a désormais la volonté, ce qui était d'ailleurs pas forcément évident, et ce qu'il y en a la possibilité, quand on l'interroge, Emmanuel Macron reconnaît que même s'il ne veut pas attendre qu'on soit complètement sorti de la crise sanitaire, il ne peut quand même pas la remettre sur le métier au point culminant de la deuxième vague. Il a d'ailleurs une formule imagée pour dire ça. Il dit qu'aujourd'hui, c'est le Covid qui est le maître des horloges. Ça veut dire qu'en la matière, le président de la République ne fait pas exactement tout ce qu'il veut. Donc, en l'occurrence, ça paraît exclu avant l'été. On sait que ce sera impossible après la fin 2021. Vous voyez que la fenêtre de tir est quand même très très étroite. Très étroite. Le Covid est le maître des horloges et le réchauffement climatique est peut-être le deuxième maître également des horloges et il est peut-être encore plus urgent. Merci beaucoup Guillaume Tabar, je vous souhaite un très très bon week-end. Il est 8h15 exactement, nous allons retrouver l'invité politique de la matinale. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. Et cet invité, c'est Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel et ancien président de la COP21 il y a 5 ans. Laurent Fabius, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions de l'Observatoire, je le montre à la caméra, un livre qui s'appelle Rouge Carbone. Alors, il s'agit quasiment exclusivement des problèmes climatiques qui est traité dans ce livre, mais je voudrais d'abord vous poser une question de pure actualité en lien avec la pandémie. À une époque, quand vous étiez Premier ministre, il y a eu l'affaire du sang contaminé, donc c'était en 92. Vous savez que ces derniers jours, il y a eu des perquisitions chez certains ministres, chez le Premier ministre, chez le ministre Véran, etc., etc. Est-ce que quand vous avez appris ça, ça vous a ramené à 92 et est-ce que vous pensez que les politiques dans ce genre d'affaires sanitaires doivent au moins la transparence absolue? Il faut qu'on puisse aller chez eux pour chercher des documents, pourquoi pas, pour savoir la vérité. Oui, évidemment, je n'ai pas pu ne pas penser à mon propre parcours. Et oui. De ce point de vue-là, j'ai gardé en mémoire le fait que cette affaire, comme on dit, m'avait mobilisé pendant 10 ans, pour à la fin conclure que non seulement je n'avais aucune culpabilité, mais que j'avais agi d'une façon exemplaire. Bon, mais au-delà de cet aspect personnel, je pense que les politiques, évidemment, doivent être transparents. Alors, il ne faut pas de politisation de la justice, il ne faut pas non plus de judiciarisation de la politique. Oui. Bon, mais voilà. Le chemin est étroit. Le chemin est étroit. Bon.
Pas d'autres, évidemment, commentaires à faire. Et est-ce qu'il vous semble, et ce sera ma dernière question sur ce thème-là, que ce qu'avait dit Georgina Dufoy à l'époque, votre secrétaire d'État, responsable mais pas coupable dans l'affaire du sang contaminé, peut s'appliquer, pourquoi pas, avec Madame Buzyn et le manque de masques? C'était une formule dont je pense pas qu'elle était très heureuse, parce que l'opinion a retenu cette formule-là, et elle a été interprétée comme, au fond, les politiques essayent de se défiler de leurs responsabilités. Oui. D'ailleurs, une remarque, ça va vous sembler superficielle, mais presque de vocabulaire. Si Madame Dufoy avait inversé la phrase en disant pas coupable mais responsable, Oui. peut-être l'écho eût été différent. Peut-être, effectivement. C'est de la sémantique, mais peut-être. Laurent Fabius, Rouge Carbone, donc aux éditions de l'Observatoire. Que reste-t-il de l'accord de Paris de 2015 qui a été soigneusement massacré et démonté notamment par Monsieur Trump? Rien. Non, il reste le premier accord mondial signé par tous les pays du monde pour enrayer le dérèglement climatique. Ça reste. Mais, pourquoi on est arrivé à ce résultat qui était extraordinaire il y a 5 ans? Ah oui. Parce que il y avait la réunion enthousiasmant. entre 3 piliers. Le pilier scientifique. Bon, les scientifiques avaient fait un travail magnifique, ils ont continué. Le pilier qu'on appelle le société civile, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités locales, les opinions, avaient travaillé dans la bonne direction et on a continué. Mais, les gouvernements, eux, pour une partie d'entre eux, vous avez cité le président Trump, n'ont pas honoré leurs engagements. Et donc, l'accord reste, c'est 29 articles, 140 paragraphes de décision, tout y est précisé, mais maintenant, il faut que la volonté politique soit mise en œuvre, et c'est ça qui va se jouer dans la période qui vient. Moi, j'ai tout de même l'impression, Laurent Fabius, que certes, les scientifiques ont continué, certes, les citoyens ont continué, mais pas forcément le monde de l'industrie. Ça dépend. Et ces puissants lobbies qui se sont remis au boulot. Soyons parfaitement objectifs. Il y a des entreprises qui ont compris et qui ont joué le jeu. Bon, mais il y a aussi, vous avez raison de dire, il y a des lobbies, en particulier dans le domaine énergétique, dans le domaine pétrolier, agroalimentaire, il y en a qui n'ont pas joué le jeu. Simplement, le changement, c'est que la finance commence à comprendre que si elle n'opère pas le tournant, elle va être menacée. Pourquoi? Pour des raisons très concrètes. Un groupe pétrolier dont les capacités, dont les assets, comme on dit en anglais, sont le pétrole qui est dans le sol, ses réserves, s'il n'actualise pas tout cela, s'il n'évolue pas, eh ben, il va pas avoir la même valeur. Bon, donc ce que je voulais dire, c'est que les scientifiques font leur travail magnifiquement, il faut qu'ils continuent. Il faut qu'on amplifie l'effort dans la société civile, partout, dans tous les pays. Mais la priorité, ce sont les gouvernements. Et là, il y a quand même 3 espoirs. Dites-nous. Le premier, c'est que c'est toujours sombre, ces l'Europe est affaires. en train de bouger. Alors, il y a des résistances, la Pologne, la Hongrie, etc. Le charbon, bon. Mais l'Europe bouge dans le bon sens et des décisions, des orientations sont prises qui vont dans le bon sens. Vous avez la Chine qui, très récemment, a donné quand même un signe très important d'espoir avec une prise de parole du président chinois, Xi Jinping, qui ne parle pas pour ne rien dire, qui a dit pour la première fois neutralité carbone 2050. Lui, il a dit 2060, mais 60. Il n'avait jamais dit de... Et puis, maximum d'émissions en 2030. Mais la grande question, en termes de gouvernement, c'est l'élection américaine. Bon, si Trump est réélu, du point de vue climatique, appelons un chat, c'est une catastrophe. Parce que lui a dit l'accord de Paris n'existe pas. Si Biden est élu, il réintégrera immédiatement l'accord de Paris, et à ce moment-là, il va y avoir une pression très forte de l'Europe, des États-Unis et, j'espère, de la Chine, pour que, enfin, on applique l'accord de Paris. Donc, il n'y a pas une absence d'espoir. Dans ce livre, Rouge Carbone, Laurent Fabius, vous dites, il est très tard, mais il n'est pas encore trop tard. Et vous n'êtes pas le premier à dire ça. Ça fait des années que tous disent, il est très tard, mais il n'est pas trop tard. Vraiment, il n'est pas trop tard. Il est très tard. Même si Biden est élu, même si le Chinois veut bien faire un effort. Tard, mais je réponds à votre question en comparant, vous en parliez, vous avez raison tout à l'heure, avec la Covid. Bon, c'est ce que j'appelle le giga-paradoxe. Arrêtons-nous un instant là-dessus. On fait, actuellement, c'est la Covid qui mobilise toutes nos pensées, tous les efforts de tous les gouvernements du monde. Et c'est normal. Mais,
quand on regarde la gravité des phénomènes, d'une certaine façon, vous l'avez dit dans votre introduction, la Covid est peut-être, j'hésite à employer ce terme, moins grave que le dérèglement climatique. Oui. D'abord parce que, en termes de santé, de mort, etc., le dérèglement climatique et plus largement l'environnement pose plus de morts. Bien sûr. En plus, les conséquences sont immenses. Imaginez ce que ça veut dire en termes de pauvreté, en termes de sécheresse, en termes de migration folle, etc. Et puis, pour le dérèglement climatique, il n'y a pas de vaccin. Et ce qui est proprement incroyable, c'est que on n'attache pas la même importance, pas la même urgence au dérèglement climatique. Alors pourquoi? D'abord parce qu'il y a le court-termisme de beaucoup de gouvernements, mais aussi parce qu'il n'y a pas immédiatement derrière nous l'ombre portée de la mort. Bon, y compris pour les dirigeants, qui eux ne sont pas menacés dans leur santé. Et donc, tout l'effort qu'on doit faire, et moi c'est ce que j'ai fait dans ce livre, c'est de faire prendre conscience à tout le monde, à tous les acteurs, que ce problème est au moins aussi important que la question de la Covid, et qu'il faut donc mobiliser toutes nos forces. Je cite au début de mon livre la belle phrase du général de Gaulle: entre possible et impossible, 2 lettres et un état d'esprit. Absolument. Et c'est cet état d'esprit qu'il faut retrouver. Laurent Fabius, certains, profitant entre guillemets de la pandémie en cours, disent regardez, puisqu'il y a eu une baisse d'activité humaine pendant le confinement notamment, recul donc des émissions de gaz à effet de serre, explosion des problèmes sociaux, du chômage, etc. Donc on ne peut pas s'en sortir. Il faut polluer si l'homme veut rester sur cette terre. Archi faux. Évidemment, si on est assis tout seul dans un château de 5000 mètres carrés et que on n'a aucun souci d'aucun ordre, on peut dire ça n'existe pas. Mais pour les sonnettes humains que nous sommes, on peut pas se résigner, parce que se résigner, ça veut dire quoi? Parfois on dit mais ça va, les petits-enfants, nos petits-enfants vont être en grande difficulté. Mais pas nos petits-enfants. Nos enfants et nous-mêmes. Les dégâts actuels sont épouvantables. Et donc, il faut se mobiliser dans tous les compartiments du jeu. D'autre part, c'est vrai qu'il y a eu un certain recul des émissions de gaz à effet de serre, mais tout à fait limité. Oui. Et c'est en train de repartir dès que reparte l'activité humaine, l'activité économique en particulier. Donc, ce qu'il faut, et certains le font, et ils ont raison de le faire, c'est que dans les programmes qui maintenant sont lancés pour contrer les effets économiques de la pandémie, on intègre la préoccupation aussi environnementale. Je prends un exemple. En France, on a donné beaucoup d'argent aux compagnies aériennes pour qu'elles ne fassent pas faillite. Bien, on peut pas faire autrement. Mais en même temps, on leur dit, mesdames et messieurs, il faut vous orienter vers l'avion vert. Oui. On ne peut pas recommencer exactement comme aujourd'hui. Et d'ailleurs, justement, hier, à l'Assemblée nationale, a été présenté, à moitié adopté, le projet de budget 2021, avec encore de lourds allègements de charges pour les entreprises, 10 milliards, si ma mémoire est bonne. C'est très bien. Mais il n'y a pas de contrepartie. Alors ça, c'est une question, j'allais dire politique, et compte tenu de ma fonction actuelle. Oui, alors évidemment, vous êtes président du Conseil constitutionnel. Mais il faut absolument des contreparties. Ce qui est évident, c'est qu'il faut des relances vertes. Non pas des relances brunes, mais des relances vertes. Des relances vertes et pas brunes. Est-ce que vous êtes, d'une certaine façon, Laurent Fabius, nécessité fait loi en quelque sorte, vous commencez à devenir collapsologue. C'est-à-dire que vous vous dites, au fond, c'est foutu. Je le dis dans mon bouquin, et c'est pas une formule pour fuir, je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis volontariste. Bon, volontariste. Ça sert à rien d'être un optimiste béat, ce serait ridicule. Moi, je connais la situation, j'ai négocié, j'ai présidé à l'accord de Paris, je connais ça de l'intérieur. Être pessimiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'assied et puis qu'on dit voilà, on va vers la catastrophe. Non, il faut être volontariste, c'est le sens de nos vies. Une dernière question, Laurent Fabius, entendons-nous bien, quand je reviens à quand vous dites il est tout juste encore temps, ça veut dire qu'on limite le réchauffement, qu'on essaye à 2 degrés d'ici 30-40 ans, c'est ça? Dans l'accord de Paris, nous disons il faut pas plus de 2 degrés à la fin du siècle, 2100, voire 1,5 degré. Actuellement, nous sommes, si les engagements pris
était respecté On n'est pas sur de sur trend. une pente de 3 à 4. Oui. S'il n'était pas respecté, certains disent qu'on peut aller jusqu'à 7, ce qui est une catastrophe absolue. Donc, ça veut dire qu'il faut non seulement honorer les engagements pris, mais aller plus loin dans les engagements. Et donc, il y a une COP l'année prochaine, la COP 26 à Glasgow, où tout ça va être non seulement discuté, mais j'espère des engagements de nouveaux pris. Et je le répète, le jeu est largement dans les mains de l'Europe, de la Chine et des Américains. Et l'élection américaine dans 2 semaines, c'est pas simplement une élection américaine, c'est une élection mondiale où se jouera largement le sort du climat. Merci infiniment, Laurent Merci à Fabius. Rouge Carbone, aux éditions de l'Observatoire, un livre absolument passionnant, comme vous avez pu le constater dans les propos de l'ancien Premier ministre et ancien président de la COP 21, actuellement président du Conseil constitutionnel. Je vous souhaite un bon week-end, Monsieur Fabius. Merci d'être venu sur Radio Classique. Il est 8h27 exactement, on s'interrompt un petit instant, puis nous aurons le rappel des titres avec Augustin Lefebvre.